La voix de ma mère filtrait à travers la cloison de la salle à manger, aiguë et tranchante. Non, non, elle ne va pas bien. C'est une crise psychotique. Très instable. Nous avons dû annuler pour la sécurité de tous. J'ai baissé les yeux sur le gâteau entre mes mains. 3 étages de rose en crème au beurre, que j'avais mis 6 heures à perfectionner. Le gâteau de mes 10 à 8 ans. À l'étage, le bruit du verre se brisant contre le parquet a retenti. Mon frère, Julien, hurlait encore parce que le lancement de sa start-up avait échoué. Maman a baissé la voix. Cette pauvre Sophie ajuste. Disjonctée. Je n'avais pas disjoncté. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé le gâteau sur la table que j'avais dressée moi-même. Puis je suis montée, passant devant la crise de colère de mon frère, et je suis entrée dans ma chambre. Je n'ai pas fait de valise de vêtements. J'ai emballé mon book de création, j'ai pris le disque dur externe contenant 3 ans de comptabilité du magasin, et j'ai pris mon sécateur. La fête était annulée. Mais la véritable célébration ne faisait que commencer. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression d'être un fardeau le jour de votre propre anniversaire? Je lis vos réponses en ce moment même. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas pleuré ce soir-là, il faut comprendre Floréal, si, sur le papier, c'était l'atelier floral de mes parents. En réalité, c'était une scène de théâtre construite pour mon frère, Julien. Il était le visionnaire, le directeur artistique. Il avait de grandes idées sur des installations de luxe et des mariages conceptuels. Il parlait d'architecture florale et de synergie organique, sauf que Julien était incapable de distinguer une pivoine d'une renoncule. Il ignorait que les hortensias fanent si on n'écrase pas les tiges, ou que les lys sont toxiques pour les chats. Il ne connaissait ni les codes d'inventaire, ni les prix de gros, ni comment équilibrer un grand livre de comptes. Moi aussi, depuis mes 15 ans, j'étais le moteur invisible de cette boutique. Je me levais à 4 heures du matin pour aller au marché aux fleurs de Rungis, parce que mon père, Marc, disait avoir trop mal au dos pour conduire. Je préparais les fleurs, arrachant les épines jusqu'à avoir les mains à vif, parce que ma mère, Isabelle, disait que sa manucure faisait partie de son image de marque. Je gérais la compta parce que Julien disait que les maths étouffaient sa créativité. Je n'étais pas payée. On me disait que j'investissais dans l'héritage familial. Tout ça sera à toi et à Julien un jour, disait maman. Généralement juste après m'avoir demandé de la remplacer pour qu'elle puisse emmener Julien à un déjeuner d'affaires. Tu es le ciment, Sophie. Julien est le visage, mais toi, tu es le cœur. Ça ressemblait à un compliment. C'était en fait une cage. Voyez-vous, il existe un piège dans les familles dysfonctionnelles dont personne ne vous prévient. Ça s'appelle le piège de la normalisation. On ne se réveille pas un matin en décidant d'être un paillasson. Ça arrive par degrés. Ça commence par de petites concessions. Aide juste ton frère pour son projet. Règle juste cette facture. Excuse-toi juste pour avoir la paix. Lentement, la normale devient votre quotidien. Vous commencez à voir leur chaos comme la météo quelque chose d'inévitable qu'il faut juste endurer. Les colères de Julien étaient des orages. On ne s'énerve pas contre le tonnerre. On barricade juste les fenêtres. La manipulation de maman était l'humidité. Oppressante, constante, mais faisant partie du climat. Et mon travail? Mon sacrifice? C'était juste le loyer que je payais pour exister dans leur monde. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'étais assez utile, je pourrais acheter leur amour. Je pensais que si je coupais les épines de leur vie, ils ne me blesseraient pas. Mais le problème quand on est celui qui répare tout, c'est que les gens commencent à vous en vouloir de remarquer que les choses sont cassées. Ma mère ne comptait pas seulement sur moi. Elle m'en voulait d'avoir besoin de moi. Et pour gérer ce ressentiment, elle a lancé sa campagne de rumeurs. Je l'ai entendue pour la première fois par Madame Dubois, notre voisine, il y a environ 1 an. Elle m'a vu charger la camionnette pour un mariage à 6 heures du matin. « Oh, Sophie !» a-t-elle dit avec un regard plein de pitié. « Ta mère m'a parlé de tes difficultés. C'est si bien de leur part, de te donner une structure. La routine est si importante pour les gens avec ta condition. » Ma condition? Je n'avais pas de condition. J'avais une moyenne de 10 à 8 vingtièmes et une bourse pour un programme de botanique que je reportais parce que mes parents disaient que la boutique s'effondrerait sans moi. Mais c'était là le génie d'Isabelle. Elle ne pouvait pas admettre que c'était moi qui faisais tourner la boutique, car cela aurait fait passer Julien pour un incompétent. Alors elle m'a dépeinte comme fragile. Difficile. Elle disait aux clients que j'étais sur le spectre ou que je traversais un traumatisme
pour expliquer pourquoi j'étais toujours dans l'arrière-boutique, toujours au travail, jamais le visage de l'entreprise. Elle me discréditait préventivement. Elle a construit un récit où ma compétence était en fait un symptôme de ma nature obsessionnelle, où mon travail acharné n'était pas un atout, mais une forme de thérapie qu'il m'offrait gracieusement. C'était brillant. Et c'était diabolique. Alors quand Julien a décidé de lancer sa division, planification d'événements de luxe, je savais que ce serait un désastre. Il a dépensé 25 000 € de l'argent que nous n'avions pas pour une soirée de rebranding. Il a loué une salle, engagé un DJ, imprimé des invitations à la feuille d'or. C'est le grand moment, Sophie, m'a-t-il dit, les yeux brillants de manie. Ça va nous mettre sur la carte. Je vais être la prochaine star de la Côte d'Azur. On ne peut pas se permettre ça, lui ai-je dit en regardant le tableau Excel. C'est l'argent du loyer pour les 6 prochains mois. Tu n'as aucune vision, a-t-il claqué. C'est pour ça que tu n'es que la petite main. Tu t'inquiètes pour des centimes. Moi, je construis un empire. Maman a hoché la tête. Soutiens ton frère, Sophie. Il a tellement de pression. Ne sois pas une briseuse de rêves. Alors je me suis tue. J'ai normalisé le risque. J'ai barricadé les fenêtres. Et j'ai attendu la tempête. La tempête est arrivée le jour de mes 10 à 8 ans. Le lancement de luxe de Julien était prévu pour cet après-midi-là. Il attendait des centaines d'influenceurs, de wedding planners et de mondains. Il avait commandé des caisses de champagne. 0 personne n'est venue. 0. Enfin, 3 personnes sont venues. Moi, maman et papa. Julien se tenait dans la salle vide, entouré de milliers d'euros de fleurs fanées, et il ne voyait pas son propre échec. Il ne voyait pas son absence de marketing, son arrogance, sa mauvaise réputation. Il voyait un monde qui lui avait fait du tort. Il est rentré à la maison et a explosé. Il a balayé le comptoir de la cuisine, en voyant les assiettes se fracasser contre le mur. Il a fait un trou dans le placo du couloir, à coups de pied. Il a hurlé jusqu'à ce que sa voix se brise, disant à quel point tout était injuste, que personne ne comprenait son génie. Et puis il a vu la salle à manger. Je l'avais dressée ce matin-là. Mon dîner d'anniversaire. J'avais invité ma tante Angèle, que je n'avais pas vue depuis des années, mais qui m'envoyait une carte chaque Noël, et quelques amis du lycée. J'avais fait des arrangements de roses blanches et d'eucalyptus. C'était simple, élégant et paisible. Julien a arrêté de crier. Il a fixé la table. « Tu fais une fête ?» a-t-il chuchoté. « C'est juste un dîner, Julien, » a dit papa, la voix tremblante. « C'est l'anniversaire de Sophie. Ma vie est finie, » a hurlé Julien, le visage déformé. « Ma carrière est morte. Je suis ruiné. Et elle fait la fête ?» Il s'est dirigé vers la table. Il a attrapé le vase de roses blanches, celle que j'avais fait pousser moi-même dans la serre, et l'a jetée contre la cheminée. L'eau et les pétales ont explosé partout. « Si je ne peux pas célébrer, personne ne célèbre, » a-t-il hurlé. « Je n'arrive pas à croire que tu me frottes ça au visage. Espèce de petite gamine égoïste et ingrate. Tu te moques de moi. » Et les zestes, je suis restée là, figée. J'ai regardé papa. Marc, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. Il regardait ses chaussures. Peut être qu'on devrait reporter, Sophie, a-t-il marmonné. Ton frère n'est pas dans un bon état en ce moment. Nous devons être sensibles. J'ai regardé maman. Elle était déjà sur son téléphone. Je m'en occupe, a-t-elle dit, la voix serrée. Je vais appeler tout le monde. On ne peut pas avoir des gens ici avec Julien dans cet état. Ce serait un désastre. C'est là que je l'ai entendu passer l'appel. Le mensonge. La crise de santé mentale. Elle ne protégeait pas la réputation de Julien. Elle sacrifiait la mienne pour sauver la sienne. Et à ce moment-là, le piège s'est brisé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti du froid. Un froid clarifiant. Un zéro absolu. Je suis passée devant eux. J'ai monté les escaliers, enjambant le verre brisé. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. C'est ici que la chaîne invisible du survivant vous étouffe généralement. C'est cette voix dans votre tête qui dit « Où iras-tu ? Tu n'as rien. Tu n'es rien sans eux. C'est plus sûr de rester. » C'est l'impuissance acquise qui maintient l'éléphant attaché au piquet avec une corde fragile. C'est la croyance que vous êtes un meuble et que les meubles ne peuvent pas franchir la porte. Mais en regardant mes roses brisées en bas,
j'ai réalisé quelque chose. La corde n'était pas réelle. La chaîne était faite de leurs mensonges. Et je n'étais plus obligée de les croire. Je n'étais pas fragile. Je n'étais pas un meuble. C'était moi qui tenais le toit. Et si je bougeais, le toit leur tomberait dessus. Pas sur moi. J'ai attrapé mon sac de sport. Je n'ai pas pris mes vêtements, ni mon ours en peluche d'enfance. J'ai pris les choses qui prouvaient que j'existais. Mon book de design floraux, le grand livre de comptes, le disque dur externe avec les déclarations d'impôts et les journaux d'inventaire. J'ai mis mon manteau. J'ai écrit un mot au dos d'un ticket de caisse et je l'ai laissé sur mon oreiller. J'espère que les rêves de Julien vous tiendront chaud. J'ai ouvert ma fenêtre. Il y avait un treillis qui courait le long de la maison du jasmin étoilé, Trachelospermum jasminoide. Je l'avais planté moi-même il y a 3 ans. Il était solide maintenant. Des lianes ligneuses et épaisses. Je suis descendue par la chose même que j'avais nourrie, et elle a soutenu mon poids. J'ai touché le sol et j'ai couru. Je n'ai pas regardé la maison. J'ai couru vers la route principale, alors que les premiers invités, ceux que maman n'avait pas joints à temps, commençaient à entrer dans l'allée d'une maison sombre et silencieuse. Je me suis enregistrée à l'hôtel du Littoral, à la sortie de la ville. 60 € la nuit. La moquette sentait le nettoyant au citron et le tabac froid. Et l'enseigne au néon dehors grésillait en mourant. C'était la plus belle chambre que j'ai jamais vue, parce que je l'avais payée. Avec mon argent. Sans condition. Sans culpabilité. Et sans frère qui hurle. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était 23 heures. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit depuis 1 heure, avançant tout seul vers le bord comme un crabe suicidaire. Je ne l'ai pas éteint. Je l'ai retourné et j'ai regardé les notifications s'empiler. Maman. 5 appels manqués. Julien. Réponse. Julien. C'est quoi le mot de passe du compte grossiste? Papa. Ta mère pleure. Rentre à la maison. Julien. Sérieusement, Sophie, j'ai eu une commande pour demain. J'ai fixé l'écran. Pas un seul. Est-ce que tu es en sécurité? Pas un seul. On est désolé. Juste de la panique. Pas parce que je leur manquais, mais parce que le moteur de leur vie avait franchi la porte et qu'ils ne savaient pas conduire la voiture. Je n'ai pas répondu. Je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus leur sœur. Et je n'étais certainement plus leur service informatique. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai cherché Angèle Valérie Architecture paysagère. Son site web était intimidant. Épuré. Minimaliste. Présentant des jardins immenses en Provence et des domaines en Italie. Elle était une légende de l'industrie. L'histoire familiale disait qu'Angèle était froide et se souciait plus des plantes que des gens. Maintenant, je réalisais que c'était probablement un compliment. J'ai rédigé un email. Je ne l'ai pas écrit comme une nièce suppliant pour un endroit où dormir. Je l'ai écrit comme une professionnelle. Objet. Chère Madame Valérie, je vous écris pour m'informer de tout poste junior, administratif ou botanique, au sein de votre cabinet. J'ai 3 ans d'expérience opérationnelle dans la gestion de Floréal, incluant la gestion des stocks, le design floral et la comptabilité. Vous trouverez ci-joint mon portfolio et une copie numérique des comptes que j'ai équilibrés. Je suis disponible pour un entretien immédiatement. Cordialement, Sophie. J'ai cliqué sur envoyer. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline de traverser un pont que je brûlais derrière moi. Ensuite, j'ai ouvert le disque dur que j'avais volé. Je savais que les chiffres étaient mauvais. Je savais que Julien saignait les comptes à blanc, mais en regardant les données brutes sur mon propre écran, loin du chaos de la boutique, j'ai vu l'étendue réelle de la pourriture. Les notes de frais de Julien étaient une blague. Dîner dans des steakhouses, vêtements de créateurs listés comme uniforme, le leasing d'une voiture de sport listé comme véhicule de livraison, et puis je l'ai vu. Un retrait datant d'il y a 2 semaines. 25 000 €. Virement bancaire. C'était libellé. Urgence médicale. Sophie. Je me suis figée. J'ai fixé la ligne jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Je n'avais pas eu d'urgence médicale. J'étais en parfaite santé, mis à part le stress chronique de vivre avec eux. Ils n'avaient pas seulement gaspillé de l'argent. Ils avaient utilisé mon nom, mon instabilité supposée, ma condition, pour blanchir de l'argent dans les poches de Julien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, tu es tellement égoïste. Julien essaie de travailler. Envoie juste le mot de passe. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran du virement frauduleux
Je l'ai enregistré dans un dossier nommé Preuve, puis mon email a sonné. Angèle Valérie. Retrouvez-moi au café de la Serre. 80. Apportez le disque dur. Il était 23h45. Elle était réveillée. Et elle était prête. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis allongée sur les draps rêches du motel. Je ne me suis pas endormie en pleurant. Je ne me suis pas demandé si j'avais fait une erreur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme une racine qui avait enfin percé le béton. J'étais dans le noir. Oui, mais j'avais de la place pour grandir. À Seb 55, je suis entrée au café de la Serre. C'était un espace moderne, avec des baies vitrées du sol au plafond et des plantes suspendues partout, exactement le genre d'endroit que Julien rêvait de posséder, mais n'avait pas la discipline d'entretenir. Angèle Valérie était assise à une table dans un coin. Elle était d'une élégance terrifiante. Un carré strict, un blazer en lin sur mesure, et un regard capable de faire faner un cactus. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a pointé la chaise en face d'elle. « Assieds-toi », a-t-elle dit. « Café ? Noir », ai-je répondu. « S'il vous plaît », elle a commandé pour nous d'un geste de la main. Puis elle m'a regardée. Vraiment regardée. Pas le regard apitoyé de Madame Dubois, mais une évaluation, comme si elle vérifiait la qualité du sol avant de planter. « Tu es partie », a-t-elle déclaré. « Oui. Pourquoi maintenant ?» J'ai posé le disque dur externe sur la table. Il a fait un bruit sourd. « Parce qu'ils ont annulé mon anniversaire pour couvrir le caprice de Julien », ai-je dit. J'ai ouvert mon ordinateur et affiché la capture d'écran du virement de 25 000 €. Angèle a chaussé une paire de lunettes de lecture. Elle s'est penchée. Elle n'a pas haleté. Elle ne s'est pas exclamée. Elle est juste devenue très immobile. « Ils m'ont dit que tu étais dans un établissement psychiatrique résidentiel », a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. « Ils ont dit que tu avais fait une rupture psychotique, que tu avais besoin de soins spécialisés. Ils m'ont envoyé une fausse facture d'une clinique. J'étais dans la serre en train de rempoter des orchidées, ai-je dit. Gratuitement. » Angèle a retiré ses lunettes. Elle a regardé par la fenêtre pendant un long moment. Quand elle a reporté son regard sur moi, ses yeux étaient durs. Pas envers moi. Pour moi. « Sophie, sais-tu qui est propriétaire du bâtiment où tes parents opèrent ? » « Une société holding, ai-je dit. « Valérie Immobilier. Ma société holding, » a-t-elle corrigé. Mon nom de jeune fille. Le monde a basculé. « Vous êtes la propriétaire ? J'ai acheté ce bâtiment, il y a 10 ans, quand ton père a eu ses premiers problèmes. Je les laisse rester sans loyer. La seule condition était que l'entreprise assure un avenir stable pour toi et Julien. Je leur ai dit que s'ils mettaient un jour cette stabilité en péril, l'accord était rompu. » Elle a ouvert sa mallette. Elle en a sorti un dossier épais. « Ils ne l'ont pas seulement mise en péril, » a-t-elle dit. « Ils l'ont criminalisé. » Elle a étalé une série de documents. Premièrement, l'acte de propriété du bâtiment. Deuxièmement, un accord de prêt datant de 3 ans. Mes parents lui avaient emprunté 50 000 € pour des rénovations. J'ai regardé les dates. C'était le mois où Julien avait acheté son nouveau 4x4. Troisièmement, une conversation SMS imprimée sur papier. Des messages de ma mère à Angèle. « Isabelle, on est si inquiet pour Sophie. Ses crises empirent. On aura être besoin d'un autre prêt pour ses médicaments. Angèle, envoie la facture. Je couvre. J'ai eu la nausée. Physiquement malade. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé comme main-d'œuvre. Ils avaient utilisé mon instabilité, une fiction qu'ils avaient créée comme outil de collecte de fonds. J'étais leur vache à lait, et le lait était ma dignité. « C'est de la fraude », a dit Angèle. « Fraude bancaire. Abus de confiance. Et puisque je suis la victime, je décide comment poursuivre. » Elle a poussé le dossier vers moi, à travers la table. Mais je ne suis pas juste une victime. Je suis une femme d'affaires, et je vois une opportunité. Elle a tapoté mon portfolio, qui était posé à côté du disque dur. J'ai regardé les designs que tu as envoyés. Les jardins verticaux, les systèmes d'irrigation durable, l'intégration des espèces natives. Ce n'est pas du travail de fleuriste, Sophie, c'est de l'architecture botanique. Elle s'est penchée en avant. J'ai un client, un éco-resort haut de gamme. Ils ont besoin d'un architecte paysagiste en chef. Le poste paie 60 000 € par an plus le logement. Mais je ne peux pas t'embaucher si tu es lié à ce navire en train de couler. Je ne suis pas liée, ai-je dit.
J'ai coupé la corde. Bien, a-t-elle dit. Alors enterrons l'épave. Elle s'est levée. Elle a mis de l'argent sur la table pour le café. Récupère tes affaires au motel. Tu viens chez moi. On a du travail. Et Sophie? Oui, on va à la giardina. Elle a souri. C'était un sourire tranchant, prédateur. On va arracher quelques mauvaises herbes. 2 semaines plus tard, je suis retournée chez Floréal. Si. Ça sentait l'eau stagnante et le désespoir. La climatisation était coupée, probablement pour économiser de l'argent, et l'humidité tuait le stock. Des seaux d'hortensia s'affaissaient, leurs têtes lourdes et brunes. Une mariée se tenait au comptoir, hurlant sur mon père à propos d'un centre de table qui ressemblait à une gerbe funéraire pour un animal écrasé. Julien était derrière le comptoir, essayant d'arranger des lisses. Il les enfonçait dans la mousse, avec la grâce d'un enfant qui tape sur un clou avec un marteau. Il avait l'air épuisé, en sueur et frénétique. Quand le carillon de la porte a sonné, tout le monde s'est figé. Je suis entrée. Je ne portais pas mes vieux t-shirts trop grands ou mon tablier taché de chlorophylle. Je portais un tailleur qu'Angèle m'avait acheté. Je me tenais droite, je les ai regardés dans les yeux. Angèle est entrée derrière moi. Elle a fermé la porte et a retourné le panneau sur « Fermé ». « Sophie » a haleté maman. Elle s'est précipitée autour du comptoir, son visage se tordant dans ce masque familier de victime paniquée. « Oh, Dieu merci ! Où étais-tu ? On était morts d'inquiétude. Tu ne peux pas juste disparaître pendant une crise comme ça. » Elle a tendu la main vers moi. J'ai fait un pas en arrière. « Ne me touche pas », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme un sécateur. « Sophie, arrête ça !» a claqué Julien en jetant Alice sur le comptoir. « Tu as fait ton petit caprice. Maintenant reviens ici. Le mariage Henderson est dans 3 heures, et je ne trouve pas l'inventaire des rubans. »« Il n'y a pas de rubans, » ai-je dit calmement. « Tu n'as pas payé le fournisseur le mois dernier. Ils t'ont coupé le compte. Comment oses-tu » a postillonné papa, le visage rougissant. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. »« Marc, tais-toi, » a dit Angèle. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a marché jusqu'au centre de la pièce et a posé sa mallette sur une table d'exposition, juste à côté d'une fougère pourrissante. « Angèle ?» Maman avait l'air confuse. « Qu'est-ce que tu fais là ? » Nous ne voulions pas que tu vois Sophie comme ça. Elle est encore très souffrante. Elle m'a l'air en parfaite santé, a dit Angèle. Ce qui est intéressant, considérant que je viens de payer 25 000 € pour son traitement résidentiel. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur cassé. Le visage de maman est devenu gris. C'était. On peut t'expliquer. Pas besoin, a dit Angèle. J'ai les relevés bancaires. J'ai tracé le virement. Il est allé directement sur le compte professionnel de Julien. Et de là, il est parti pour un acompte de salle, un DJ et le leasing d'une Porsche. Julien a regardé le sol. Papa a regardé le mur. Maman m'a regardé, ses yeux me suppliant de sauter à nouveau dans le piège, de prendre le blâme, de les sauver une dernière fois. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là, a continué Angèle. Elle a sorti un document de son sac. Il était épais, format légal, et tamponné d'un sceau rouge. Je ne suis pas là en tant que ta belle-sœur, Isabelle. Je suis là en tant que ta propriétaire. Quoi ? Julien a ri nerveusement. Tu ne possèdes pas cet endroit. On paie le loyer à une holding. Valérie Immobilier, a dit Angèle. Ma société. J'ai acheté ce bâtiment il y a 10 ans pour garder un toit au-dessus de vos têtes quand votre père a joué la première boutique au poker. Elle a fait glisser le document sur la table. Ceci est un avis d'expulsion. Vous avez violé les termes de votre bail en vous livrant à des activités criminelles spécifiquement, fraude bancaire et escroquerie à la charité dans les locaux. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Julien en se jetant en avant. C'est mon héritage. Je construis un empire ici. Tu es jalouse. Vous êtes tous jaloux de mon talent. Angèle n'a même pas scié. Elle l'a regardé avec un amusement froid. Ce n'est pas un dîner de famille, Julien, a-t-elle dit. C'est une transaction commerciale, et tu es en faillite. 30 jours, a-t-elle répété. Si vous n'êtes pas parti, l'huissier vous expulsera. Et concernant les 25 000 €, mon avocat contactera le procureur. Maman s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Angèle, s'il te plaît,
On est de la famille. Tu ne peux pas nous détruire. Puis, elle m'a regardée. Le revirement a été instantané. Sophie, a-t-elle supplié, tendant la main à nouveau. Parle-lui. Tu sais qu'on t'aime. On a fait ça pour la famille. Pour Julien. Il avait besoin d'une chance. S'il te plaît, dis-lui d'arrêter. Aide-nous à arranger ça. J'ai regardé les fleurs mourantes. J'ai regardé le frère qui avait détruit mon anniversaire. J'ai regardé les parents qui avaient vendu ma dignité pour financer son ego. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit. Je me suis tournée vers la porte. Je suis juste la fille instable. Vous ne voudriez pas de mon aide. 6 mois, c'est long en botanique. C'est assez de temps pour qu'une saison change, pour qu'une graine germe, ou pour que la pourriture consomme complètement un arbre mourant. Je suis passée devant l'ancienne boutique hier. L'enseigne Floréal. Si a disparu. C'est un magasin de téléphonie générique maintenant. Les vitrines où j'exposais mes hortensias sont couvertes d'affiches fluo pour des forfaits 5G. Mes parents vivent dans un 2 pièces en banlieue. Papa met des produits en rayon, dans un magasin de bricolage. Maman ne va plus au club de bridge. Elle ne peut plus payer la cotisation. Et les ragots sur l'expulsion étaient trop bruyants pour être ignorés. Et Julien travaille dans une station de lavage. Il essuie des tableaux de bord et passe l'aspirateur sur des tapis de sol. Il doit sourire aux clients. Il doit être à l'heure. Il doit faire exactement ce qu'on lui dit, sinon il n'est pas payé. J'ai entendu par un ami commun qu'il dit aux gens qu'il est entre 2 projets. Mais je connais la vérité. Il vit enfin dans le monde réel, sans moi pour amortir la chute. Quant à moi, je suis actuellement debout dans un bureau aux parois de verre surplombant 3 hectares de jardin durable à l'éco-resort. Angèle n'est pas seulement ma patronne. C'est mon mentor. Elle m'a appris que le business est comme le jardinage, il faut avoir une structure pour soutenir la croissance. J'ai une équipe maintenant. Je les paie bien. Je les écoute. Et quand c'est mon anniversaire, je ne fais pas mon propre gâteau. Mais ce n'est pas seulement à propos de ma fin heureuse. C'est à propos de la vôtre. Je m'adresse à vous, celui ou celle qui regarde ça, et qui sent une boule dans son ventre parce que cette histoire semble trop familière. Je m'adresse aux enfants de verre. Les frères et sœurs à travers qui on regardait parce que quelqu'un d'autre dans la maison était plus bruyant, plus nécessiteux ou plus exigeant. Je m'adresse aux boucs émissaires qui croient que s'ils travaillent juste un peu plus dur, s'ils restent juste un peu plus silencieux, leur famille finira par les aimer en retour. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Vous ne pouvez pas réparer des gens qui s'engagent à ne pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas mériter l'amour de gens qui voient votre existence comme une transaction. Pendant des années, j'ai cru que partir ferait de moi la méchante. Je pensais que couper les ponts était un acte de violence. Mais j'ai réalisé que la violence, c'était de rester. La violence, c'était de découper des morceaux de moi-même pour rentrer dans la petite boîte sombre qu'ils avaient construite pour moi. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte d'amour-propre le plus agressif que vous puissiez accomplir. Ça fait mal. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où l'idée d'une maman et d'un papa me manque. Il y a des jours où je me demande si j'aurais pu les sauver. Mais ensuite je regarde ma vie. Je regarde la paix que j'ai construite. Je regarde mon compte en banque, qui est à moi et en sécurité. Je regarde les fleurs que je fais pousser, qui fleurissent parce que je leur donne le bon environnement. Vous êtes une fleur sauvage. Vous pouvez pousser dans les fissures du bitume, oui. Vous êtes assez fort pour survivre au béton. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous méritez une bonne terre. Vous méritez du soleil. Et parfois, pour trouver ce soleil, il faut grimper par la fenêtre, laisser le mot sur l'oreiller et ne jamais regarder en arrière. Si cette histoire vous a parlé, ou si vous avez déjà dû tailler une branche toxique de votre propre arbre généalogique pour vous sauver, partagez cette vidéo. Rappelons à chaque exclu qu'il peut fleurir sur sa propre terre.